mon propos, c'est de causer de cet urbanisme, enfin cette urbanisation souterraine plus que de l'urbanisme. Et je voudrais développer mon propos surtout sur l'urbanisation militaire depuis 2 siècles en France. Jusque dans les années 1945-50 même encore, et ailleurs, pour vous donner l'exemple fabuleux qui est en train de se faire, qui est en train de se produire, c'est l'urbanisme commercial en Chine, qui est en fait un urbanisme militaire. Donc en 1975-76 à peu près, donc il y a la bande des quatre qui règne en Chine, etc. Le président Mao Tse-tung et le grand timonier est plutôt à l'arrière du bateau et il est en train de couler. Et donc on est persuadé donc à ce moment-là il est persuadé avec son successeur Deng Xiaoping que les États-Unis vont s'allier avec l'URSS pour attaquer la Chine. Donc il développe tout un programme de contre-offensive et de réserve de fabriques d'armement, etc., sous les villes. C'est-à-dire qu'ils vont occuper les populations dissidentes, ceux qui sont contre le régime, qui sont socialistes, ou etc., qui vont être embrigadés pour faire des tranchées sous les villes. Et à chaque école, sous chaque école, il y aura une école enterrée. Il y aura sous chaque usine une usine enterrée avec tout ce qu'il faut pour faire en cas de guerre atomique. Et on prépare ainsi, donc il y a une hiérarchie, il y a à peu près une centaine de places fortes, enfin une centaine de villes fortifiées qui sont armées donc en souterrain. Donc ça va de Pékin à Shanghai, etc., etc., et qui sont formellement créées pour lutter contre l'invasion donc atomique. Le temps passe, et puis dans les années 90, 1990, 1995, la paix arrivant, le régime devenant plutôt capitaliste, eh bien, donc, ceux qui possèdent ces organisations souterraines, ces galeries souterraines, etc., qui sont la défense civile, donc l'armée de défense civile, l'armée rouge. Donc c'est une propriété de l'armée rouge. Donc avec des cas spécifiques, avec des aires à peu près de l'ordre de 100 000 à 200-300 000 mètres carrés de surface donc souterraine, qui sont petit à petit libérés pour être loués à des organismes de sociétés privées, des sociétés commerciales, qui vont y mettre des joints de métro, etc., des centres commerciaux à l'intérieur. On le retrouve, donc les premières qui ont été libérées, c'est Xi'an, donc le Hanxi. Il y a une des dernières, c'est Shanghai, mais il y a Pékin, qui est une ville souterraine, qui est toute une ville souterraine. Je vous rappelle que quand il y a eu les manifestations à Pékin, les chars sont sortis des souterrains pour attaquer, pour viser les manifestants. Et autour de Pékin, il y a une autoroute souterraine purement militaire. Ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est que donc l'armée chinoise loue au commerce, c'est-à-dire aux activités commerciales, etc., de quoi payer l'armée de 2 millions d'hommes. Il y a 2 millions d'hommes qui sont payés sur l'urbanisme souterrain et commercial en Chine aujourd'hui. Ça, c'est une réussite absolument fabuleuse. Donc on est loin de là, mais voilà une des nécessités de l'urbanisme souterrain militaire donc en Chine. On pourrait dire la France, ça n'a pas marché, mais parce que je vais expliquer pourquoi. Donc la question des militaires et la question de l'urbanisme souterrain, c'est fondamental. Pour les chemins de fer, j'aurais pu développer la même chose pour le Japon et puis pour la France aussi. Mais je voudrais venir sur un point initial. Enfin, pour ce qui se passe en Occident, ou plus particulièrement dans le monde chrétien, ou plus particulièrement dans le monde catholique. C'est que la ville souterraine est d'abord une ville fantôme. C'est-à-dire que petit à petit, au XIIIe siècle, on y a mis dans cette ville souterraine les âmes en quête de purgatoire. C'est-à-dire que vous savez probablement que
Jacques Le Goff, qui était mon père spirituel, et le grand médiéviste donc, français qui est mort il n'y a pas très longtemps, Jacques Le Goff avait écrit donc une très belle recherche sur la naissance du purgatoire et son développement donc, dans la chrétienté. Donc il montre que le purgatoire est une invention la fin du XIIe siècle, est une invention due donc à l'accession à la bourgeoisie, à la reconnaissance de la bourgeoisie urbaine, et pareil, de l'autre côté, réciproquement, de montrer que l'aristocratie religieuse est aussi fautive et donc peut-être punie. Donc en gros, l'idée qui va se concrétiser en 1274 par le Second Concile de Lyon, qui est la création du purgatoire, c'est la création d'un lieu qui est situé entre ciel et terre, où donc ceux qui sont morts et qui n'ont pas été assez purs pour gagner le paradis, ou qui n'ont pas été très méchants pour gagner l'enfer, sont situés dans un espace souterrain dans lequel ils doivent se plaindre, interpeller si possible donc les humains vivants pour leur demander de prier pour eux. Et donc plus il y a de prières, plus ils sont susceptibles d'être libérés pour gagner le paradis. Et ce qui va donner donc naissance aux indulgences et donc au schisme avec les protestants. Donc vous voyez le monde souterrain jusqu'où ça va. Ça va même très loin. Donc voilà. Donc à partir du XIIIe siècle, la ville souterraine, ce qu'il y a sous la ville est occupé par des âmes. Donc on ne va pas les emmerder. On les laisse en paix, on n'occupe pas. Et ce n'est qu'à partir du moment où il y a, à la fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle, que l'incroyance, comme dit Lucien Febvre à propos du XVIe siècle, va libérer petit à petit ce sous-sol. Mais encore au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les historiens ont bien montré que c'est quand même un monde très occupé, hein, le monde souterrain urbain. Donc, le deuxième facteur, donc ce monde souterrain, j'insiste beaucoup, c'est la ghost town, qui a plagié le mot anglais, ville fantôme. C'est donc une ville complètement donc, occupée d'âmes, c'est-à-dire de choses non concrètes. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a un autre phénomène qui apparaît dans cette ville souterraine, en particulier dans les grandes villes, à Londres, à Paris, à Amsterdam, à Birmingham, etc., c'est que ce sont des villes dont le sous-sol va être très occupé pour mettre en place la révolution industrielle. Alors, il existe effectivement, donc dans toutes ces maisons qui sont bâties au XVIIe, le sous-sol est occupé soit par des fosses d'aisance, dans les villes il y en a partout, donc des grosses fosses d'aisance qu'on vidange de temps en temps, et qui amènent de l'engrais, etc., et qui permet d'avoir donc une terre très putride, très humectée d'excréments, etc., et qui va produire quelque chose de très important, qui va produire du salpêtre. Et le salpêtre, vous savez, c'est l'indépendance de la ville ou de l'État. Et donc, plus vous produisez de salpêtre, plus vous faites de la poudre à canon, et donc par conséquent, plus votre État est puissant. Eh bien, la France est le pays le plus puissant d'Europe à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'elle produit aussi le plus de merde. Enfin, en particulier, c'est la ville de Paris. Donc la France produit à peu près, consomme 1500 tonnes de salpêtre par an pour ses activités quotidiennes de tir, de guerre, etc., etc. Bien, sur les 1500 tonnes, il y a 500 tonnes qui sont fabriquées à Paris seulement, uniquement à Paris. Un tiers de la production nationale fait de Paris la plus grosse productrice de salpêtre, c'est-à-dire de nitrate de sodium, de nitrate d'ammonium, qu'on transforme après avec de la cendre en nitrate de potasse et qui sert à fabriquer de la poudre à canon. Donc, une des caractéristiques essentielles du sous-sol, c'est la fermentation. Et plus ça ferme, alors ça vient des matières organiques qui sont déposées à la surface, qui sont très avalées et digérées par des nitrobactères qui sont dans le sous-sol, qui transforment donc l'ammoniac en nitrate et en nitrite, et ainsi de suite, qui se transforment en salpêtre, que les salpêtriers ramassent, etc. Voilà la production du sous-sol. C'est une production extrêmement importante de matières organiques et qui pue, enfin qui sent la cave. Voilà.
Donc, petit à petit, le 19e siècle va effacer tout ça en imperméabilisant le sol. Donc, il n'y a plus d'humidité, l'espace est clos, etc. Mais ce sera à partir des années 1840. Donc, la deuxième chose de l'utilité du sous-sol, c'est une utilité donc liée à la production organique. Eh bien, justement, ce qui est important dans la révolution industrielle, ce que viennent de montrer un certain nombre d'historiens, c'est que la révolution industrielle, si on peut l'appeler comme ça, disons l'industrialisation, s'est faite essentiellement d'abord sur la mécanique en Angleterre, c'est-à-dire les machines à vapeur, etc., Birmingham, James Watt et tout, et en France en particulier et en Hollande, grâce donc à la révolution de la chimie. C'est de la chimie minérale liée donc à la putréfaction qui vont permettre de développer de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, c'est en particulier en France, des métiers de luxe, c'est-à-dire la chapellerie, fabriquer des beaux chapeaux, c'est fabriquer des dorures sur métaux et des dorures à argenture, etc., qui nécessitent pour cet usage d'avoir donc premièrement une température constante dans un lieu déterminé. Et là, le sous-sol est foncièrement donc utile, parce qu'en sous-sol, il n'y a pas de variation de température. Une humidité constante, par exemple pour les chapeaux, et donc fabrication de chapeaux, humidité, et c'est dans le sous-sol, il n'y a pas beaucoup de courant d'air. Ce sont un deuxième facteur. Et troisièmement, donc l'obscurité. Travailler dans l'obscurité, c'est aussi une chose importante pour un certain nombre de métiers qui vont se développer. Et en gros, on a montré ainsi que les métiers de corroyeur, de chapelier, de doreur sur métaux, de cendrier d'orfèvre, etc., sont tous des métiers qui vont occuper les caves, qui sont auparavant des réserves de bois, de vin, de cidre, etc., Donc, dans ces caves, d'abord, ça ne coûte pas cher, parce que ça ne coûte rien du tout. Un rez-de-chaussée, c'est payant. Un sous-sol, c'est gratuit. Donc, on occupe le sous-sol et on donne un petit peu d'argent aux propriétaires. Et pendant ce temps-là, donc, on tire un maximum de valeur ajoutée. Eh bien, il y a en gros entre 50 000 et 70 000 caves qui sont occupées à Paris, donc entre 1820 et 1840, pour développer cette révolution industrielle qui fait de Paris la première ville industrielle d'Europe. On voit la même chose à Lille, on voit la même chose donc à Amsterdam, etc., pour la production, par exemple, de cérus, c'est-à-dire de peinture au plomb, etc., etc. Donc l'usage important de ce commerce, de ces caves, de cette occupation des caves pour le commerce et pour l'industrie. Ça aussi, ça s'arrête autour des années 1840. 1850, avec le début de la deuxième révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on compte moins sur les matières organiques et sur les déchets pour pouvoir sortir le pays de son antiquité. Et on a de nouvelles industries, avec le développement de l'acier, de l'électricité, etc., qui vont faire disparaître cette première utilité de l'urbanisme souterrain. Enfin, le point sur lequel j'arrive maintenant, qui est la guerre souterraine. Alors, c'est vrai que j'avais des diapos. Voilà, c'est ça. Ça, c'est donc là, un système de défense tel qu'il existait donc au début du XVIIIe siècle, avec ses bastions, etc., etc. Donc, en fait, la France, pour prendre le cas français, est une ville, contient à peu près autour de, ça varie au cours du temps, mais autour de 300 places fortes. Ça veut dire que ça fait à peu près 2500 km de fortification, de petits points, de petites crottes. D'accord, c'est quasiment la même chose que la muraille de Chine. Donc vous imaginez, c'est comme imaginer la ligne Maginot. Donc c'est important. Donc ces fortifications ne sont pas simplement un mur avec un fossé, etc., mais il y a tout un environnement. C'est-à-dire qu'il y a devant la fortification, en gros, 500 mètres de distance qui sont non édificandis, interdits de construire. En cas de guerre, il faut que tout soit rasé de telle façon à ce que du haut de votre place, vous puissiez voir l'ennemi approcher. Parce que quand l'ennemi approche, quand on assiège une ville, elle est quasiment sûre de perdre. Elle le perd toujours, elle n'a jamais réussi, sauf s'il y a un allié qui vient. Donc, l'objectif de la ville, c'est de tenir le plus longtemps possible. Parce que sinon,
l'ennemi arrive donc avec un certain système, en particulier de tranchées, arrive en face de la ville et tire la ville, donc il bat brèche, ça s'appelle battre brèche, c'est-à-dire qu'il met une batterie de canons devant le mur, il canarde et il fait un trou. Et dès qu'il a fait un trou, tout le monde rentre dedans. Et la première chose, c'est de passer donc les soldats au fil de l'épée, puis les bourgeois, de violer les femmes et d'aller voir l'évêque en lui disant « Maintenant, vous me bénissez ». Et l'évêque, il donne sa bénédiction immédiatement, évidemment, parce qu'il n'a pas à passer au paradis. Donc voilà, donc vous avez intérêt à résister le plus possible. Donc pour cela, la seule chose, c'est d'avoir donc une aire suffisamment battue par les vents, de telle façon à pouvoir tirer en tir rasant. Et puis, pour voir l'ennemi arriver. Donc, parce que vous êtes assiégé, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui va vous donner un coup de main. Donc, vous êtes, bon, pendant ce temps-là, le temps qu'il se débrouille, il faut que vous négocier. C'est pas évident. Donc, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, vous vous faites avoir. Parce que, donc, soit vous vous faites attaquer par un ennemi, soit c'est l'allié qui va vous dire bon, une fois que je suis rentré dans la place, tu me fais une petite place pour moi aussi. Voilà. Donc, la seule différence, donc pour ça, donc l'ennemi va attaquer, il va approcher la ville. Alors, en fait, à partir du XVIIe siècle, les villes sont assiégées parce que c'est des... Si vous possédez la ville, vous possédez l'environnement, le contado, le canton, la région, et vous êtes le chef. Auparavant, c'est des guerres de campagne, c'est-à-dire vous vous battez dans un champ de 50 contre 100, etc. Mais c'est pas très... Voilà. Et puis c'est pas aussi important que pour une ville de siège. Vous avez, donc si vous gagnez la ville, vous gagnez la fortune, c'est le jackpot là. Hein. Bon, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'ennemi? Il se positionne quelque part auprès de la ville et il va commencer à faire des tranchées. Donc il va travailler la nuit. Donc là, une nuit, il va faire une tranchée avec des ouvriers qui dépendent du sol. Il va faire une grande tranchée qui va faire à peu près 1,50 m de profondeur. On va jeter la terre sur des paniers qui s'appellent des fascines ou des gabions ou des hardes, ou des saucissons farcis, on appelle ça aussi. Donc on envoie de la hauteur. Et dans cette tranchée, dès le petit matin, vous mettez une batterie de canon et vous tirez sur la place. Bon, boum, boum, boum. La deuxième nuit, vous partez dans l'autre sens, donc vous faites un zigzag comme ça, jusqu'à approcher donc des fossés de la ville. Et donc, quand vous êtes dans les fossés de la ville, là, vous êtes devant le mur, vous battez brèche. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, parce que ça dépend de la nature du terrain. Donc, vous avez des terrains très durs, des terrains très mous, donc la mécanique des sols intervient là, à ce moment-là. Donc, c'est quand même des préoccupations souterraines importantes. Et vous avez des terrains mous comme le sable. Dès que vous creusez dans du sable, s'il est sec, il s'écroule tout de suite. Donc, il faut mettre des piquets, des pales planches, etc. Et il y a toute une réflexion qui se fait là-dessus. Et donc, quand un ennemi attaque, vous, de la place, vous allez envoyer vous allez creuser des galeries souterraines comme ça, depuis la place, qui vont donc des galeries qui sont primaires, secondaires, tertiaires, etc., qui aboutissent à des petits cercles qui sont là, qui sont des fourneaux, qui sont donc des lieux souterrains dans lesquels on met donc à assez grande profondeur, à 7-8 mètres de profondeur, dans lesquels on met donc des tonneaux avec de la poudre, avec des clous, etc., etc. Et dès que donc ça sert de galerie d'écoute, donc on écoute l'ennemi arriver, il avait ses coups de pioche, et dès qu'on le sent à peu près, on envoie donc un soldat qui est en général un prisonnier, parce qu'il n'a plus rien à perdre, de toute façon il va y aller, il va laisser sa peau. Donc il y va, à quatre pattes, etc. Des fois on emmène des poulets, on met des poules, parce qu'on a trouvé des œufs dans ces galeries-là. Donc on met la poule avec des grains, etc. Et elle va jusqu'à... Et puis boum. Voilà, donc on fait sauter ce tonneau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cône, un énorme cône qui... Voilà, hop, j'étais là. Mon cône, où est-ce qu'il est mon cône? Comment je reviens? Voilà, un cône d'explosion qui en fait a pour objectif de déconsolider la Terre. Bon, c'est pas là.
Voilà. Ça déconsolide la structure de la terre, et par conséquent, donc l'ennemi est complètement bloqué pendant ce temps-là. Il est obligé de remblayer la terre, de détailler, de mettre des pieux, etc. Et ça lui fait retarder de 3 ou 4 jours. Donc plus vous faites de trous, mieux c'est. Voilà, donc c'est tout le système de la défense souterraine. Et ça vient de fait de quoi? C'est que l'armement, donc dans les années 1780-1800, on change énormément. Les canons sont calibrés, donc les boulets tirent mieux, la poudre est plus pure, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de qualités de tir qui prévaut. En conséquence, dans les années 1780, toutes les villes françaises qui sont situées entre Boulogne, Amiens et Strasbourg vont fabriquer des espaces souterrains, des galeries souterraines tout autour de la place, de telle façon à se garantir contre donc, les attaques ennemies, puisque le roi de France et les officiers du génie, c'est-à-dire ceux qui contrôlent l'armement, les places fortes, etc., sont persuadés que s'il y a une attaque, ça viendra donc du côté du nord, comme d'habitude, c'est comme dit en 1918 et 1945, c'est arrivé par là. Donc déjà au XVIIIe siècle, ils avaient bien prévu ça. Et donc il fallait faire un espèce de cordon de places fortes, extrêmement puissant, extrêmement ténu, dans lesquels, reliés par... donc il y a à peu près 150 places fortes entre Boulogne, Amiens et Strasbourg qui sont organisées, hiérarchisées, avec un système de canaux qui sont entre eux, qui fabrique un véritable réseau. Et d'ailleurs, le terme de réseau est appliqué pour la première fois par le géographe Dallène pour désigner ce tissu de rivières. Donc vous avez donc, vous voyez le nord de la France, pas la peine de vous faire un dessin. Vous avez donc des rivières qui coulent du nord au sud, enfin du sud au nord, comme le Rhin, comme la Meuse, etc. Des rivières qui coulent d'est en ouest, comme la Somme, la A, etc. Et donc, si vous avez un double réseau comme ceci, donc il suffit de relier entre elles, et vous avez donc une trame de réseau, comme on parlait tout à l'heure, et qui est très efficace. Et c'est pour ça que donc Dallène, pour la première fois, en 1799, a inventé ce terme pour désigner donc comment dire, la circulation aisée entre ces villes. Donc, alors, en 1780, on manifeste, donc on développe toutes ces galeries souterraines. Et manque de peau en 1794, celui qui s'occupe des travaux publics, celui qui s'occupe des travaux pratiques, des fortifications à l'école de Mézières, à l'école du génie de Mézières, qui avait sur lui donc tous les plans des fortifications secrets militaires. Il meurt donc en Espagne, et donc un officier français récupère donc tous ces plans et va les publier donc à Saint-Pétersbourg en 1798. Donc la France complètement la catastrophe. Donc il faut refaire vite, parce que toutes les fortifications souterraines sont connues, donc il suffit d'y aller maintenant, on peut conquérir la ville. Donc on refait donc une deuxième série de galeries souterraines entre 1794 et 1804, 1802, l'appel Amiens. Donc on force, etc. À Paris, on fait une grande ligne, une grande tranchée du côté de Saint-Denis, par là, pour arrêter l'ennemi. Enfin, partout, on s'y met. Donc c'est la deuxième galerie souterraine. Et puis, donc, après, donc, en 1815, il y a Waterloo, c'est la fin de l'Empire. Donc la France n'avait plus construit de guerre souterraine, de galeries souterraines depuis 1798-99. Donc elle recommence en 1815 avec les anciennes frontières qui sont retrouvées entre 1815 et 1840. 3 fois, on a refait donc ces galeries souterraines, l'occupation de ce monde souterrain par les militaires, essentiellement les officiers du génie. Et on continue encore dans les années 1840, 1860. Voici donc, ça c'est une représentation du camp de Chalon-sur-Marne. Vous voyez ce soldat-là qui est à gauche, qui est donc un soldat de 1868, qui contemple le trou dans lequel on a fait exploser 100 kg de poudre. Ça va plus. Bon, alors, donc, cette guerre souterraine, voilà, ça c'est voici le camp de Chalon avec toutes les fortifications souterraines que vous avez, qui sont maintenues là-dessus, c'est sur un plan. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Voici donc encore, donc c'est tout, voilà, vous voyez dans le grand bleu pâle, les rameaux de fortification avec les galeries, etc., dans un camp
comme celui qui est à Chalon-sur-Marne. C'était le grand camp de présentation militaire. Et donc, dans les années 1850-1860, on continue encore à croire, jusqu'en 1945, à la guerre souterraine. Ça, c'est un truc super. Ça s'appelle la guerre infernale. C'est de Paul Giffard, qui est donc le directeur du Petit Journal, qui est en fait l'ancêtre de l'Équipe, donc le Petit Journal tire à peu près 1 million d'exemplaires en 1900. 1 million d'exemplaires. Et donc Paul Giffard écrit donc une science-fiction réservée aux adolescents, c'est-à-dire entre 14 et 20 ans à peu près, en 1908, qui décrit donc une guerre mondiale qui va se tenir dans les années 1970-1980 et qui donc met en guerre la France et l'Allemagne. Et donc la France est alliée à l'Angleterre et au Japon, et donc l'Allemagne est alliée donc aux États-Unis et à l'Autriche. Donc il décrit ce combat. Donc c'est un voyage, une série qui fait à peu près 1000 pages, qui va durer 1 an, 1908-1909, et qui, à lire, c'est la Première Guerre mondiale qui va se passer 10 ans après. Enfin 5 ou 6 ans après. Et en fait, les jeunes gens qui ont lu ce roman, ils ont entre 18 et 20 ans donc en 1908, donc en 1914, ils ont 6 ans de plus, ils ont 22, 28 ans, c'est-à-dire c'est ceux qui vont faire la guerre de 14-18. Alors, et donc ils vont mourir parce que là, ils crèvent tous, c'est absolument scandaleux. Par exemple, voilà, donc il y a une armée de l'air, ça s'appelle les aéronefs, et cette armée de l'air française, elle est située dans les Alpes, elle est souterraine, c'est-à-dire qu'on a découpé, le génie civil a découpé toutes les parois des montagnes alpines, fait des galeries à l'intérieur, et dans lesquelles il y a ces dirigeables qui sont là, qui sont chargés d'armes lourdes, etc., et qui donc ils sont prêts à sortir. Donc vous voyez ces galeries, c'est absolument extraordinaire comme paysage. Imaginez comment on voit ça dans les Alpes aujourd'hui. Pardon André, combien de temps encore? Voilà, c'était... c'est la dernière, d'accord. 3 minutes, okay. Pour conclure quand même. Donc cette guerre souterraine, elle est là, proprement dit, et donc cette armée d'aéronefs va sortir un moment, va se placer au-dessus de Francfort am Main et lâcher les bombes, etc. Et il y a 1 million de morts civils, et donc Paris s'enthousiasme, il y a un grand défilé sur les Champs-Élysées en disant on les a eus, c'est Bosch, etc., etc. Donc pour vous donner l'ambiance de cette guerre infernale, qui est un roman populaire très important. Alors donc après cette guerre infernale, la guerre de 14 a joué donc un rôle aussi très important dans cet urbanisme souterrain, parce que finalement le front, sur le front, vous avez deux positions par rapport au souterrain. Vous avez les Français et Anglais qui sont pour les tranchées de surface et qui ont par ailleurs des baraques pour héberger donc la population, c'est-à-dire un paysage aérien, alors que les Allemands ont développé donc un système avec le génie qu'on appelle les pionniers, qui sont de construire donc à grande profondeur, à 30-40 mètres de profondeur, 30 à 60 mètres de profondeur, des galeries qui vont permettre d'habiter, de faire vivre les soldats. Et je vous dis, voilà ce que c'est. Donc, je cherche mon... Bon, je ne suis pas ici. Bon, donc, en gros, c'est des espaces qui font à peu près 10 mètres de long sur 3 mètres de large, dans lesquels 20 hommes peuvent tenir, enfin 16 hommes, 8 debout et 8 allongés, sur des petits espaces comme ça, qui sont reliés donc à la surface par des boyaux et des ventilateurs, et qui sont donc de l'habitat souterrain. Ils vivent à 30 mètres de profondeur, et il y a des casernes de plus de 10 000 hommes qui sont sur le front donc en 1918, 1915-1918. Même chose pour la ligne Maginot. Donc on peut dire quelque part, et donc je rejoins par ailleurs ce que je vous ai dit au début à propos de la guerre souterraine avec ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Donc la grande occupation du sol, urbain
C'est pas urbain, c'est périurbain. C'est par ces galeries souterraines, etc. Et c'est un rôle très important qui a été joué, à la fois donc, pour les questions scientifiques, c'est-à-dire la mécanique des sols. C'est quand même les bases de la poussée des terres, ce sont les militaires français, entre autres, qui ont été, depuis le XVIIIe siècle, qui ont joué un rôle très important. Ça a été la question du commerce, etc. Ce qui veut dire que, contrairement à une idée qu'on a aujourd'hui, l'espace souterrain a été largement occupé par les âmes et par les êtres. Je vous remercie. Merci, André.